Salut, c'est Camille. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il existait un moyen de soutenir Crimes oubliés. Eh bien, c'est aujourd'hui possible, j'ai ouvert une page Patreon. J'ai fait un choix pour ce podcast, pas de pub qui casse l'ambiance en plein milieu de vos écoutes. Donc pour que le podcast continue à exister à ce rythme et en toute indépendance, j'ai besoin de vous. Vous avez plusieurs possibilités pour me soutenir à votre échelle, je vous laisse le lien de la page directement dans les notes de l'épisode. Merci pour votre fidélité et merci à ceux qui participeront à cette aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. En février 1887, à Dijon, s'ouvre le procès de Roger Bernard de Molène. À première vue, c'est un gentilhomme, mais qui, vous allez le voir, a une réputation qui le précède. Ce jour-là, c'est bien dans le box des accusés qu'il est convoqué pour une double tentative de meurtre. De Molène n'est pas un fou qui a agressé de pauvres innocents dans la rue, juste un homme jaloux et aux abois qui a tenté par 2 fois en quelques secondes d'assassiner sa femme. Assise en face de lui, elle baisse les yeux pour ne pas croiser son regard. C'est ainsi que débute notre histoire. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui un nouveau crime oublié. Si vous avez lu certains livres de la série des Rougon-Macquart, d'où est tiré par exemple le célèbre Germinal, vous voyez un peu à quoi ressemble la vie dans les années 1880 en France. Il faut dire qu'avec le mouvement naturaliste auquel appartient notamment Zola, aucun détail n'est laissé au hasard, c'est le propre de ce mouvement. S'il y a bien une chose qui intéresse particulièrement les gens à cette époque, ce sont les histoires de mœurs. Elles ne tuent pas forcément, rarement d'ailleurs, mais elles sont sournoises et peuvent entacher une réputation sur des générations entières. Vous allez me dire que là, Roger de Molène a quand même essayé de tuer, et donc on tombe directement dans le chef d'accusation, assassinat. Mais vous vous doutez bien que si c'était si simple, il n'y aurait pas 3 épisodes sur cette affaire. Avant de tout vous dévoiler, laissez-moi vous planter le décor, et surtout vous présenter les personnages de cette histoire. Roger de Molène, né en 1852, est le fils unique du comte Joseph de Molène et issu d'une famille noble originaire d'Auvergne, les de Molène de la Vernède. Il fait des études de droit, puis il s'inscrit au barreau de Paris, après avoir obtenu son doctorat à la faculté de Lyon. Il fait son service militaire au sein du 9e régiment de hussards, en garnison à Vesoul, et enfin, il étudie l'administration départementale pendant un stage de 2 ans au cabinet du préfet du Puy-de-Dôme. En 1877, il est nommé sous-préfet dans l'Eure. Cependant, c'est un homme à l'image un peu sulfureuse. On dit de ses mœurs qu'elles sont dispendieuses et même tapageuses, et ses opinions cléricales ternissent rapidement sa réputation. C'est en conséquence de cette réputation, peu enviable, qu'en 1881, le nouveau préfet demande et obtient sa démission. Le comte de Molène essaie alors de rebondir en se présentant comme candidat républicain aux élections législatives dans la circonscription des Andelys, dans l'Eure. Il n'arrivera qu'en 3e position. En 1884, il se livre en sous-marin à une véritable entreprise de trafic d'influence pour obtenir une nomination en échange d'une somme de 25 000 francs. Il verse déjà 5 250 francs en espérant devenir chef du cabinet du futur préfet, mais toute l'affaire échafaudée échoue lamentablement et au tribunal, il racontera avoir voulu uniquement se livrer à une étude de mœurs contemporaines. Mouais, pas très convaincant. D'ailleurs, le préfet qui avait demandé et obtenu sa démission est assassiné 2 ans plus tard, en 1886, et longtemps, de Molène sera suspecté, mais disculpé faute de preuves. L'administration choisit de ne pas le réintégrer dans ses rangs et commence une errance pleine de noblesse pour Roger, qui aime pourtant mener la grande vie mais sans pouvoir se le permettre, les fonds familiaux fondant comme neige au soleil. Il n'a bien sûr pour habitude ni l'effort ni le travail, et donc en 1884, Roger de Molène est aux abois.
Et même s'il a hérité du château de Turcey de la part de ses parents, il l'a déjà lourdement hypothéqué et ses combines l'ayant ruiné petit à petit, il a désespérément besoin d'argent. La seule solution qui s'offre alors à lui pour se sauver de ce déshonneur, c'est le mariage. Celle qui va devenir sa femme, c'est Marthe Marie Olympe Chanteau. Il n'y a pas de particule à son nom, qui d'ailleurs n'est pas à rallonge comme celui de son futur époux. Mais ne vous méprenez pas, elle n'en est pas moins importante. Marthe est la fille de Charles Chanteau, un pharmacien très reconnu à son époque. Malheureusement, il y a très peu d'informations sur lui et sur sa famille disponibles aujourd'hui. Leur réputation est intacte et même brillante, notamment grâce à Charles, le père, sur le devant de la scène dans son domaine. Il est, avec un confrère, l'inventeur de la médecine dosimétrique, assez controversée maintenant, mais très répandue au XIXe siècle. Pour info, la médecine dosimétrique vise à traiter le cancer en utilisant une sorte d'homéopathie augmentée, adaptée à chaque patient pour maximiser les effets positifs du traitement, tout en réduisant les dommages au tissu sain. Forcément, ce n'était pas très bien vu des médecins plus traditionnels, mais cette technique a été largement exportée de France, notamment en Espagne et dans les territoires d'outre-mer. Sa fille Marthe est donc un très bon parti, et en 1884, elle a déjà 26 ans, ce qui est un âge bien avancé à l'époque pour être une femme célibataire. Roger est noble, il est ancien sous-préfet, et ça plaît pas mal à beau-papa Charles Chanteau. En plus, il possède le château de Turcey, qui n'est pas juste une bicoque, et pas mal de terre à côté. Enfin ça, c'est ce que Roger raconte à la famille Chanteau, parce que la réalité, vous l'avez compris, est un peu moins lumineuse. Mais le mariage entre Roger et Marthe est loin d'être un mariage d'amour, c'est un mariage de convenance, et en embrassant Roger, Marthe embrasse surtout la noblesse. Pour contrebalancer, Charles Chanteau offre à son gendre une très belle dot, 150 000 francs. C'est une somme colossale. À l'époque, on rigolait pas quand on vendait sa fille. Ces deux-là se marient donc le 26 juillet 1884 et Roger de Molène devient donc riche, en plus d'être un ancien administratif reconnu. Clairement, le gars a gagné au change, on ne peut pas en dire autant de sa nouvelle femme. Avant de vous raconter un peu plus ce qu'il se passe derrière la jolie façade du couple de Molène, il faut qu'on parle un peu mariage, et plus précisément mariage au 19e, parce que laissez-moi vous dire que c'était pas la même limonade qu'aujourd'hui. Au 19e siècle, en France, le mariage est une institution très importante, régie par des conventions sociales strictes et même des lois. Ils sont généralement arrangés par les familles, notamment dans la bourgeoisie et l'aristocratie, comme c'est le cas pour les de Molène. C'est pour ça qu'ils sont un très bon exemple pour explorer ces aspects-là de l'histoire. Ces mariages étaient souvent conditionnés par des considérations économiques et sociales, plutôt que par le coup de foudre de deux ados enflammés. L'époux et l'épouse avaient des rôles très définis. L'homme était le chef de famille, responsable de la protection et de la subsistance de sa femme et de ses enfants. La femme, quant à elle, était en charge du foyer et de l'éducation des enfants. Jusque-là, je pense que vous avez bien le tableau en tête. Les époux, on devrait devoir l'un envers l'autre. Et par là, j'entends que s'ils ne les respectent pas, ça peut aller très très loin côté justice. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Un peu comme nous aujourd'hui, sauf que sont obligés. La loi interdit l'adultère pour les deux sexes, mais ça va vous étonner, les conséquences sont généralement bien plus sévères pour les femmes. En effet, l'infidélité féminine est perçue comme une menace pour la lignée familiale, vu qu'elle risque d'engendrer des enfants avec un autre que son mari, et c'est surtout un déshonneur total pour l'homme de s'être fait tromper comme ça. Et pas d'histoire de mariage sans parler divorce, parce qu'il a été légalisé en France en 1792 quand même, pendant la Révolution, mais a été aboli sous le régime napoléonien en 1816. Il a été réintroduit en 1884 avec la loi Naquet qui autorisait le divorce pour deux raisons. La première, pour faute, adultère, condamnation à une lourde peine, excès d'alcool, de drogue, sévices et injures graves. Et ensuite par consentement mutuel, après une séparation de corps d'au moins 3 ans. Mais allez, je ne vous en dis pas plus sur ce sujet pour l'instant, parce que vous allez en apprendre de belles au cours de l'histoire.
Le matin même de son mariage, Roger de Molène descend chez le marchand de vin en bas de chez lui et se fait servir eau-de-vie et absinthe, histoire d'avoir les idées claires. Le lendemain de son mariage, Roger se rend chez le banquier où Charles Chanteau a déposé la dot de sa fille, les 150 000 francs. Dans ces cas-là, évidemment, ce n'est pas Marthe qui a la main sur son argent, mais son mari, bien que l'argent lui appartienne toujours. Techniquement, elle en est propriétaire, mais elle ne peut pas s'en servir. Sur la somme totale, le Roger se fait remettre 54 000 francs immédiatement, qu'il envoie à une de ses maîtresses. Et paf, d'un coup, il n'est plus du tout sympathique. Bien sûr, sa femme l'apprend très rapidement et elle est ulcérée de voir que le bougre n'a pas la moindre considération pour elle. Elle l'accuse très rapidement de l'avoir trompé sur la marchandise, parce qu'il est en fait ruiné, que le château de Turçay est à moitié hypothéqué et qu'en tant que mari, on a vu mieux aussi. Ce que Roger n'avait pas dit, c'est que son argent, il aimait le dépenser dans les bonnes bouteilles qu'il se descend seul et d'une traite. Évidemment, Marthe avait d'autres choses en tête pour son mariage, et c'est très rapidement la déception pour ce mariage arrangé entre deux jeunes gens qui sont complètement désaccordés. Au Roger, ça lui arrive aussi souvent de découcher du lit conjugal pour aller s'allonger aux côtés des galantes, comme on les appelle à l'époque, qui sont globalement des femmes de petite vertu. Il se rend tard le soir dans les maisons qui accueillent avec plaisir au cœur de Dijon les messieurs déçus de leur mariage. Moyennant de rondelettes sommes quand même, et en quelques mois, la dot de Marthe diminue à vue d'œil. Quand il rentre, il est enivré par les parfums de femme et surtout par l'alcool qui coule à flot et n'hésite pas à jouer à la loi du plus fort avec sa femme en l'insultant ou en la frappant. Très souvent, il traite Marthe de roturière, de vendeuse aux halles. Apparemment, à l'époque, c'est l'insulte suprême quand on est bourgeois. Et la méprise avec beaucoup d'énergie, certain qu'il a commis là une mésalliance en épousant une femme qui n'est pas noble. J'ai envie de vous dire qu'il était quand même au courant avant de dire oui devant le curé, et qu'il aurait fallu s'en rendre compte avant que les Chanteau n'étaient pas nobles. Sauf que lui était fauché, et ça, il s'était bien caché de le mentionner à sa femme et à sa belle famille. Les premiers jours de ce mariage mal arrangé sont houleux, déjà ternis par l'adultère flagrant de Roger et par l'inaction de Marthe, prise au piège dans un mariage dont elle ne veut pas. Elle s'est faite avoir, la pauvre, et au lieu d'un noble bien vu de l'administration, elle se retrouve avec un poivreau vulgaire qui ouvre les cuisses des premières galantes venues. Ce ne sont que les premiers jours, mais ce mariage ne va pas en rester là et les conduira tous les deux jusque sur les bancs du tribunal. Roger de Molène est un homme qui boit beaucoup. Et si vous voulez mon avis, c'est aussi quelqu'un qui vit très mal le fait de ne plus avoir un sou en poche. En tout cas, des sous qui lui appartiennent véritablement, car depuis le début du mariage, c'est Marthe qui fait vivre le couple. Avec sa dot, dans laquelle son mari n'hésite pas à pomper allègrement, mais aussi avec l'argent qu'elle reçoit de sa famille. Roger est censé travailler, mais l'administration n'ayant pas voulu le réintégrer, il n'y a aucune trace historique des activités qu'il a bien pu pratiquer ensuite. En gros, c'est un noble entretenu. Ça la fout mal pour l'époque, et ça n'a pas intérêt à se savoir dans la bonne société. Pourtant, ça n'arrête pas Roger qui n'hésite pas à débarquer chez sa belle famille, les Chanteau, pour se payer leur tête et leur balancer au visage tout le mépris qu'il a pour leur classe sociale, les bourgeois. La Révolution française est loin derrière, mais alors les classes sont encore bien présentes. On ne se mélange pas d'habitude. Et si Roger s'est marié avec cette fille dépourvue de noblesse, c'est bien parce qu'il n'avait pas le choix. Tandis que les Chanteau pensaient avoir fait une belle affaire en mariant leur fille avec un bon parti de la noblesse et en lui offrant ainsi de s'élever sur l'échelle sociale, ils se retrouvent face à une situation inédite. Non seulement ils se sont fait flouer par ce gendre dépourvu d'argent et aux propriétés hypothéquées, mais en plus c'est loin d'être un enfant de cœur et c'est leur fille qui en pâtit la première. Plusieurs fois, il est question de violence envers Marthe, verbale mais surtout physique. À Paris, à Biarritz lors d'un voyage, au château de Turçay ou même à Dijon à l'hôtel de la Cloche que les jeunes mariés fréquentent. Des domestiques rapportent ça et là qu'ils ont assisté plusieurs fois à des soufflets reçus par la pauvre Marthe. Roger la traite de poissarde et un jour il va même jusqu'à montrer son vrai visage en famille. Ne s'entendant pas, les époux se sont séparés quelque temps. Marthe est retournée à Paris chez ses parents, Roger de Molène débarque un beau jour pour tenter de la récupérer et de se réconcilier, comme il dit,
En vérité, ça tient plus de la contrainte qu'autre chose, parce qu'autour de lui, ça commence à jaser et ça ne lui plaît pas du tout. Lorsqu'il est introduit chez les Chanteau, Marthe est couchée et sa mère s'oppose au passage de Roger devant la porte de sa chambre. Il n'hésite pas une seconde et renverse sa belle-mère, bouscule son beau-père qui tombe au sol et casse même le pouce du domestique qui tente d'intervenir. Le pauvre restera dans l'impossibilité de travailler pendant 6 semaines. Et là, les Chanteau commencent à se rendre compte qu'ils ont fait une véritable erreur de casting. Ces situations violentes contrastent fort avec les lettres qu'on retrouvera plus tard et que Roger adresse à sa belle-mère. Il lui dit par exemple « Vous ne sauriez croire combien de jolis sentiments j'ai découverts chez cette nature froide en apparence qui est en réalité délicate et aimante. » Puis une autre fois « Ma petite maman, il n'est pas sur terre de rois et de reines plus heureux que nous. » Étrange quand même, ces billets mielleux à belle-maman alors que Roger n'hésite pas dès le lendemain de son mariage à cocufier allègrement sa femme et à la traiter avec mépris et brutalité. À croire qu'un temps, il veut faire bonne figure auprès des Chanteau, en même temps, ça se comprend, ce sont les beaux-parents qui l'entretiennent grassement, et sans même en avoir pleinement conscience. Et comme la dot de Marthe est conséquente, que les parents les alimentent en plus, les deux époux voyagent. Ils n'ont que ça à faire puisqu'ils ne travaillent pas. Et c'est lors d'un voyage à Biarritz au cours de l'année 1885 que tout bascule pour le couple de Molène. Durant ce voyage, Roger est particulièrement violent avec sa femme, c'est en tout cas ce que rapporteront les domestiques plus tard lors de l'instruction du procès. Il la bat très souvent et lors d'une discussion extrêmement houleuse, les deux conjoints sont résolus à rompre. Il n'y a pas d'issue, en tout cas, ils n'en voient pas. L'histoire ne dit pas s'il s'agit vraiment d'un commun accord. Si vous voulez mon avis, Marthe était un peu plus d'accord que Roger, qui avait besoin d'elle et de son argent. Le fait est qu'en revenant, en novembre 1885, Marthe fait une demande de séparation des corps. La séparation des corps, qui n'existe plus aujourd'hui, est une procédure juridique qui a été mise en place en France en 1885 justement. Elle permet à un couple marié de vivre séparément, sans pour autant mettre fin au mariage, alors qu'avant, c'est quand même plutôt scandaleux de ne pas vivre avec son époux ou son épouse. Cette séparation affecte l'obligation de vie commune, c'est un break, mais n'affecte pas les obligations de soutien mutuel et de fidélité. C'est une séparation qui peut être demandée par l'un des conjoints en cas de désaccord grave ou de faute de l'autre conjoint. Et là, c'est un coup de tonnerre pour Roger de Molène, parce que vu comme la situation est partie, Marthe ne va pas s'arrêter là. La séparation de corps est souvent l'introduction au divorce. Évidemment, on est en 1885, on ne divorce pas comme aujourd'hui en 2024. Durant cette période en France, le divorce était une procédure complexe et surtout coûteuse. Sans compter que, dans 99% des cas, les femmes sont légalement inférieures aux hommes, donc je ne vous raconte pas le parcours du combattant pour avoir gain de cause. Et je ne vous parle même pas de toutes celles qu'on a regardées en rigolant et en les traitant d'hystériques juste parce qu'elles voulaient échapper à leur mari. Pour qu'une femme puisse divorcer officiellement, elle doit prouver l'adultère, la cruauté ou les crimes commis par son mari. Heureusement pour Marthe, les preuves qui accablent Roger de Molène, ce n'est pas ce qui manque. Lorsqu'il apprend que sa femme fait une demande de séparation de corps qui n'annonce rien de bon pour sa situation à venir, Roger prend les devants. Et oui, le gars est quand même très sûr de lui à la base, et vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Comme je vous l'ai dit, c'est quand même très compliqué pour une femme de divorcer de son plein gré, surtout si elle a une mauvaise réputation. Bien sûr, vous allez me dire que ce n'est pas le cas de Marthe Chanteau, que c'est une petite bourgeoise, bien dans sa peau, bien dans sa vie, avec beaucoup d'argent et un père très reconnu. Et c'est vrai. Mais à partir du moment où Marthe veut mettre des bâtons dans les roues de son mari, elle se frotte à quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, la diffamation sexuelle. C'est moi qui l'appelle comme ça, parce qu'aujourd'hui ça n'a plus vraiment de sens, encore que certains sont très imaginatifs pour calomnier les autres. En fait, à l'époque, il n'y a rien de pire que de pointer du doigt les mœurs légères ou tordues de sa femme pour la faire condamner ou lui enlever absolument tout crédit. Raconter qu'elle hausse le ton pendant les conversations l'emmènerait directement à l'asile pour hystérie, cela dit. Mais Roger préfère salir sa réputation, faire en sorte que plus personne ne la croie et surtout pas les juges.
Sa séparation de corps, Marthe la place sous le signe de l'adultère dans un premier temps. C'est facile, Roger a sûrement couché avec 95% des galantes de Dijon, et ce, pendant son mariage, les preuves sont là. Mais elle l'accuse également de la maltraiter, de la battre, de lui hurler dessus, donc hop, un chef d'accusation pour sévices graves. Et enfin, elle l'accuse d'excès. À l'époque, ça se fait. Quand on boit trop, ça peut se retourner contre vous, et là, c'est ce que Marthe va plaider. Roger est un alcoolique notoire, et les témoins, encore une fois, ne manquent pas. Avouez que même pour une femme, là, le dossier est solide, et Roger le sait. Alors il emploie les grands moyens, et réplique avec des accusations de saphisme. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec ce mot, il s'agit simplement de lesbianisme. Roger accuse sa femme de ne pas l'aimer, de ne pas lui être fidèle et loyale, et pire encore, de s'adonner à des pratiques qu'il qualifie, je cite, de faveurs monstrueuses avec d'autres femmes, notamment des filles de joie. Dans son dossier, il écrira même qu'il la considère comme une descendante par la dépravation de Mademoiselle de Maupin ou de Mademoiselle Giraud. Vous vous demandez sûrement qui sont ces femmes, eh bien sachez qu'elles n'existent pas, ou en tout cas ne sont pas faites de chair et d'os. Mademoiselle de Maupin est un personnage issu du roman éponyme écrit par Théophile Gautier. Cette œuvre, publiée en 1835, est connue pour son exploration de la dualité de genre et de l'identité sexuelle. Le personnage de Mademoiselle de Maupin est une femme qui se déguise en homme pour explorer les libertés sociales et individuelles offertes aux hommes de son époque. Clairement, Théophile Gautier était très en avance sur son temps en écrivant sur ces sujets. Mademoiselle Giraud, quant à elle, est un personnage central du roman Mademoiselle Giraud, ma femme, écrit par Adolphe Belot et publié en 1870. Ce personnage est particulièrement notable dans la littérature du XIXe siècle pour sa représentation de l'homosexualité féminine, un thème très rarement abordé à cette époque, parce que même si on sait que ça existe, il est quand même considéré comme tabou. Donc Roger de Molène, en comparant sa femme à des personnages que beaucoup trouvent dépravés, décadents et complètement en dehors des bonnes mœurs, pense frapper un très gros coup. L'homosexualité présumée de sa femme, c'est le seul argument qu'il avance pour tenter d'obtenir gain de cause dans cette procédure de divorce qui s'annonce houleuse. Le souci de Roger, c'est qu'il n'a pas l'once d'une preuve à l'horizon. Entre novembre 1885 et février 1887, la vie de Marthe et Roger de Molène va basculer dans un cruel bras de fer. Un combat à main nue entre le mari et la femme, entre l'accusé et l'accusateur, entre la bourgeoisie et la noblesse, entre la fortune et la précarité, mais surtout entre la bonne et la mauvaise réputation. Car en France, à cette époque, ce qu'on dit de vous importe bien plus que la personne que vous êtes réellement. Ce qui est sûr, c'est que les voies sans issue mènent rarement à une fin heureuse. Depuis longtemps, les mauvais mariages se terminent soit dans les larmes, soit dans le sang. Les deux époux se tirent dans les pattes et ne voient plus qu'une seule solution, même pas un an après leur mariage, le divorce. Sauf qu'en 1885, le divorce, c'est avant tout un péché, mais surtout une affaire longue, complexe et très coûteuse qui entache les réputations. Il faut apporter des preuves solides qu'il y a eu dans le couple une ou plusieurs fautes graves, et ce qu'on dit moins, c'est que pour celui qui perd le procès en divorce, il y a de très grosses conséquences. Quand Roger de Molène, qui est tout de même comte, épouse Marthe Chanteau, la fille du riche pharmacien Charles Chanteau, ses finances sont au plus bas. Il est même fauché comme les blés, si bien que sa propriété de Turcet, un très beau château hérité de ses parents, est hypothéquée en partie depuis plusieurs années. Pas le meilleur bougre à épouser donc. Mais voilà que dans le cadre de la procédure de séparation de corps que demande Marthe fin 1884, par mesure conservatoire, elle fait poser des scellés sur le mobilier de cette fameuse propriété de Turcet. C'est assez courant à l'époque, c'est comme une saisie, ça empêche simplement le propriétaire d'en faire quoi que ce soit. Par exemple, revendre très vite et partir avec l'argent. Mais plus intéressant encore, le tribunal de la Seine condamne Roger de Molène à payer à sa future ex-femme une somme de 3000 francs par mois ad litem, c'est-à-dire en attendant le procès. Pour un gars qui n'a plus un rond, vu que c'était elle qui l'entretenait, il est vraiment dans une mauvaise posture. Mais il y a pire, ce n'est pas fini. Vu comme ça, on se dit que la petite Marthe va le saigner. Vous vous souvenez peut-être aussi qu'au tout début de cette saison, je vous ai parlé de la dot colossale que papa Charles Chanteau a donnée à sa fille pour faire un bon mariage. 150 000 francs à la base, c'est énorme. Bon, on sait de sources sûres que Roger a filé 54 000 francs à une de ses maîtresses le lendemain de son mariage. Mais le reste, il est où ?
Eh bien, sachez qu'il a tout dépensé, ou presque. À Roger de Molène, il ne reste plus que 22 000 francs. Et alors, c'est pas comme s'il devait rembourser la dot s'il divorçait pour faute grave. Ah si ? Ah eh bien si, c'est la très mauvaise nouvelle pour de Molène, qui ne serait pas mécontent de revenir à sa vie de célibataire s'il n'était pas dans cette situation très délicate où sa femme le traîne en justice et où il risque d'être endetté jusqu'au cou. Parce que dans cette histoire de divorce, si le procès ne tourne pas en sa faveur, il doit non seulement rembourser les 150 000 francs de la dot originelle, mais aussi tout l'argent que sa belle famille a donné pour les faire vivre le temps de leur mariage. Comment vous dire que ces deux-là vivaient très chiquement, avec des domestiques à foison et qu'ils ne se privaient de rien ? Pareil, tout l'argent dont Roger s'est servi pour tromper Marthe tous les jours ou presque de son mariage, hop, à rembourser à sa femme. N'est-ce pas un peu ironique ? Évidemment, pour se sortir de ce guêpier qui va lui coûter très cher, Roger de Molène n'a pas le choix que de gagner son procès en divorce. Sa seule solution, c'est alors de calomnier sa propre femme en l'accusant d'homosexualité, en espérant que les jurés trouveront ça tellement décadent et honteux de sa part qu'ils en oublieront toutes ses frasques à lui et lui donneront gain de cause. Du genre, entre hommes, on s'entraide. C'est dans cette ambiance de dissentiment profond entre les époux de Molène que la première journée de procès doit se tenir. Pour ça, ils sont tous les deux convoqués à Dijon le 9 novembre 1886 par leurs avoués respectifs. Pour info, les avoués, ce sont des professionnels du droit qui avaient des fonctions similaires à celles des avocats, dans le sens où ils représentaient et assistaient les différentes parties dans les affaires judiciaires en cour d'appel ou dans les tribunaux de grande instance. C'est un métier qui a disparu d'ailleurs en 2012 officiellement, donc assez récemment. L'avoué de Marthe Chanteau, maître Vauvillain, et celui de Roger de Molène, maître Bourgeat, ont, par le plus grand des hasards, leurs études qui se font face à Dijon, dans la rue du Palais. Lorsque les époux de Molène sont convoqués à Dijon ce jour-là, aucun des deux ne sait que l'autre l'est. Marthe, qui était dans sa famille à Paris, prend le train jusqu'à Dijon, et Roger vient, lui, du Puy-de-Dôme, où il s'est réfugié quelque temps, en attendant que le procès démarre. Par habitude, tous les deux descendent au même hôtel, l'hôtel de la Cloche. Avouez que c'est pas de chance, même quand vous essayez de vous débarrasser de votre moitié, elle vous suit partout. Lorsqu'il arrive à l'hôtel, Roger ne sait pas que sa femme y est aussi. Le propriétaire de l'hôtel, qui connaît très bien le climat chargé entre les époux de Molène, et secret professionnel oblige, ne veut rien dire, peut-être ayant peur pour la vie de Marthe. Faut dire qu'il le connaît le Roger, et qu'il sait surtout son penchant pour l'alcool et les claques conjugales. Mais de Molène le presse tant de questions que l'homme finit par craquer et avoue que oui, Marthe a bien pris une chambre en arrivant ce matin. De bon matin donc, Roger se rend chez son avoué, maître Bourgeat. Il rentre ensuite à l'hôtel pour déjeuner, puis se rend à nouveau rue du Palais aux alentours de 4h30. Avant d'entrer dans l'étude, il aperçoit de l'autre côté de la rue la voiture estampillée par l'hôtel de la Cloche, stationnée devant la porte de l'étude d'en face. Sa femme est donc là, elle aussi. Il en est persuadé. Pour s'en assurer, il va jusqu'à questionner le cocher de la voiture qui se trouve en face de lui. Le cocher, n'ayant aucun soupçon, ne voyant aucun mystère à conduire en plein jour un vieillard et une dame plus jeune, dépeint les deux voyageurs qu'il a conduits jusqu'ici au mieux. Ces deux voyageurs, ce sont Marthe Chanteau et son grand-père bien-aimé, Monsieur Boissin. Le cocher trouve ce gars-là tout de même un peu indiscret. Mais lui répond très détendu « J'ai aussi affaire là, mais je vais attendre que ces personnes soient sorties. » Un beau mensonge qui n'éveille chez son interlocuteur aucune inquiétude. Alors qu'il a lui-même rendez-vous, Roger préfère patienter et se tient presque un quart d'heure dans l'encoignure de la porte cochère, puis, comme pour se donner une contenance, il entame la conversation avec le cocher qui patiente aussi. En vérité, il est à l'affût de la sortie de sa femme. Il a ouvert son pardessus et de temps en temps, il porte la main droite à la poche de son vêtement comme pour s'assurer de la présence d'un objet. Marthe sort en première, est suivie de son grand-père, Monsieur Boissin, puis suit directement derrière l'avoué, maître Vauvillain. En apercevant sa femme, Roger, qui est caché dans le recoin de la porte, s'avance rapidement et lui barre le chemin avant de lui demander « Eh bien, Marthe, où en sont nos affaires ?»
Elle ne répond pas, mais le grand-père prend la parole et lui dit seulement sur un ton froid « Adressez-vous à ces hommes d'affaires ». Roger de Molène tire alors le revolver qui attendait sagement dans la poche de son pardessus et vise sa femme, le canon braqué sur son visage. Instinctivement, elle se baisse. Instinctivement aussi, le grand-père se place entre elle et le canon du revolver, faisant rempart. 2 coups retentissent, à une distance de 1 ou 2 secondes à peine, et l'homme de 75 ans s'effondre ensanglanté. L'avoué de Marthe a heureusement juste le temps de l'entraîner à l'intérieur de la cour et de refermer le portillon à temps, laissant le grand-père sur le pavé et le cocher abasourdi devant la scène. 2 agents accourent presque de suite pour arrêter Roger et surtout le désarmer. À celui qui lui passe les menottes, il glisse un mot. « Si j'avais voulu la tuer, je ne l'aurais pas manqué ». Les 2 balles qu'il a tirées ont atteint le grand-père à la partie inférieure et à la partie supérieure du thorax. Celle qui a atteint le rein peut être extraite, mais l'autre, à l'estomac, ne sera jamais retrouvée. Son pronostic vital est engagé un certain temps, mais il se remettra après de longs mois de convalescence. Ce qu'il faut retenir de cette scène en pleine rue, c'est qu'il y a préméditation de la part de Roger de Molène et double tentative de meurtre. Quand on l'interroge, M. de Molène explique qu'il n'a jamais eu l'intention de frapper le grand-père. Super, il ne voulait donc tuer que sa femme à la base. Sauf que pour la justice, qu'il ait prévu ou non de tirer les 2 balles dans la même personne, ça ne change rien au chef d'accusation. Il explique « Je voulais punir ma femme qui déshonore depuis 2 ans mon nom et ma famille. Quant à son grand-père, s'il a été atteint, c'est en essayant de détourner le coup qui était destiné à sa petite fille. J'ai envie de vous dire que le gars est honnête pour une fois, mais que ça ne va pas lui venir en aide. » Sa défense est donc basée sur le fait qu'il n'aurait tiré qu'un seul coup de revolver volontairement, destiné à sa femme, et que le deuxième serait parti de manière fortuite. Petit problème, les experts armuriers, qui récupèrent directement l'arme, considèrent qu'elle était sûre, et qu'il est impossible qu'un coup soit parti sans intention de le faire. Je pense que vous l'avez compris, le procès dont je vais vous parler maintenant est en fait un procès pour double tentative de meurtre, et plus du tout un procès pour divorce. Évidemment, rien n'est effacé pour de bon, et donc, quoi qu'il arrive, qu'il soit condamné ou non pour ce nouveau forfait, Roger de Molène devra rembourser la dot et tout l'argent dont il a bien profité s'il perd le procès en divorce. Et vu comme c'est parti, on a du mal à croire qu'il peut en être autrement. Le 28 février 1887, dès 9h du matin, les abords du palais de justice de Dijon sont envahis par des groupes compacts de journalistes. Ceux qui ont une carte de presse se mettent directement sur les places laissées à leur disposition. Les autres s'agglutinent dans les coins. Les témoins arrivent successivement et à 9h30, le prétoire est complètement garni. Monsieur Boissin, le grand-père de Marthe, entre en premier. Il est pâle et paraît encore souffrant. À 9h45, entre enfin Monsieur de Molène sur le banc des accusés. Il a une tenue très correcte, porte la barbe taillée, les cheveux ras, il est vêtu d'un pardessus brun et ganté de gants de même couleur, un mouchoir émerge de la poche de son pardessus, il est venu très chic. Vu comme ça, il a l'air d'un homme très sympathique, mais très fatigué. Madame de Molène, née Chanteau, arrive presque en même temps. Elle est blonde, très pâle aussi. Elle est vêtue très simplement d'un manteau noir avec une pèlerine et coiffée d'un chapeau en velours noir. Son visage est abrité d'une voilette assez épaisse. Presque une allure de deuil. La presse parisienne est largement représentée pour ce procès. On y retrouve notamment des journalistes de l'Intransigeant, du Rappel, de la Lanterne ou encore du Figaro. La presse locale est au grand complet. Faut dire qu'une tentative de meurtre en pleine rue à Dijon, à l'époque c'est pas tous les jours quand même. C'est le président des assises lui-même qui a fait préparer la salle pour que les journalistes soient tous à leur aise, c'est assez rare pour le souligner. À 10h30, la cour fait son entrée et le président lit l'acte d'accusation qui prend des plombes, mêlant la tentative de meurtre avec le divorce, parce que bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. À la lecture de l'acte d'accusation, Roger écoute attentivement et sa femme baisse les yeux, semblant se désintéresser de ce qui se passe autour d'elle. Elle se porte partie civile et demande 1 franc symbolique de dommages et intérêts, comme pour montrer sa bonne foi. Le président fait remarquer à Roger que sa réputation est loin d'être brillante, que partout où il est passé, on lui a trouvé un caractère vif et emporté, et que son existence est celle d'un débauché la plupart du temps, qu'il boit de l'absinthe et qu'il est souvent ivre. Ce à quoi il répond
Mes relations me mettent à l'abri de telles accusations. Ça vous donne une bonne idée du bonhomme. Le noble un peu trop privilégié à la base et un peu aigri maintenant qu'il n'a plus rien. Pour tenter de porter l'attention sur sa femme, il explique qu'après son mariage, son ancienne maîtresse lui adressait encore des lettres, bien qu'il n'ait plus de relation avec, et que sa femme, en ayant eu connaissance, entretenait elle-même une relation avec l'ancienne maîtresse. Malheureusement pour lui, des témoins appelés à la barre déclarent que Marthe avait fait à son mari beaucoup de reproches au sujet de cette correspondance entretenue, et que Roger l'avait alors menacé en lui promettant « Si tu parles, je te tuerai ». Plus tard, lorsque le président évoque la pose des scellés dans son château de Turçay, des témoins expliquent que Roger de Molène a été pris d'une vive exaltation et qu'un revolver à la main, il a proféré à nouveau des menaces de mort pour sa femme en criant « Ce soir, je tuerai Madame de Molène ». Mais lorsque le président lui relate ces faits, il se défend par un simple « Mes paroles ont été mal interprétées ». Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça plutôt clair pourtant. Encore une fois, sa seule arme pour ce procès, c'est de faire passer sa femme pour une débauchée, et pour ça il énonce 3 faits. D'abord, en août 1884, Marthe aurait tenu des propos cyniques et immoraux devant sa cousine, mademoiselle Boissin, mais pas de preuve de ça. Ensuite, Marthe aurait pendant une promenade fait signe à des galantes sur le bas-côté en disant qu'elle les connaissait bien. Enfin, il l'a toujours soupçonnée d'entretenir une liaison avec un vicomte du coin. Aucune de ces 3 accusations ne peut être prouvée, sûrement parce qu'elles sont inventées de toutes pièces. À la fin, la parole est donnée à monsieur l'avocat général Bernard. Dans son réquisitoire, qui a duré presque 2 heures, le magistrat s'est attaché à retracer aux jurés les scènes qui ont amené à la rupture des époux. Il a parlé des injures proférées par Roger de Molène contre sa femme et rappelé la façon grossière dont il traitait sa belle famille. Après avoir parlé de la vie de débauche que menait de Molène, il a abordé la scène de tentative de meurtre. Il soutient alors que Roger de Molène avait incontestablement l'intention de tuer sa femme et préméditer son crime. Que les coups de revolver tirés sur M. Boissin l'avaient été volontairement. L'avocat général termine en disant qu'il ne refuse pas le bénéfice des circonstances atténuantes, dont on ne connaît rien d'ailleurs, mais il demande au juré d'infliger au comte de Molène, quelle que puisse être sa situation sociale, le châtiment réclamé par la société en expiation du crime commis. À 19h, les jurés se retirent enfin pour délibérer. Il rapporte une demi-heure plus tard un verdict affirmatif sur la question de meurtre et de préméditation avec admission de circonstances atténuantes. La cour d'assises de la Côte d'Or condamne finalement Roger de Molène à 10 ans de travaux forcés et 1 franc de dommages et intérêts envers la partie civile, ce que la pauvre Marthe avait demandé. Le président de la République, Jules Grévy, changera finalement cette peine en 7 puis 5 ans de réclusion. De Molène devait donc quand même avoir un peu de réseau. On ne sait rien de ce qu'il advient de Marthe Chanteau, si ce n'est qu'elle est à partir de ce moment-là bel et bien une femme divorcée. En revanche, ayant bénéficié d'une remise de peine de 6 mois par la grâce présidentielle du 14 juillet 1891, Roger de Molène est libéré de la prison de Melun et s'installe à Dijon où il fonde un journal, Le Rénovateur social. De nouveaux scandales lui vaudront ensuite un avis d'interdiction de séjour dans tout le département de la Côte d'Or et débutent alors pour lui des années d'errance entre l'Amérique et la Belgique dont il est expulsé quelques années plus tard. Il se remarie finalement en 1907, mais divorce à peine 2 ans plus tard. L'homme n'était clairement pas fait pour le mariage. Pour faire vivre le podcast, laissez un commentaire sur Apple Podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, partagez votre saison préférée autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle saison de Crimes oubliés.